À mon mariage, ma sœur m'a jeté le verre au visage en disant « à l'escroc de la famille en blanc ». Ma mère s'est précipitée vers elle en disant « elle ne le pensait pas ». Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, j'ai gelé le compte bancaire commun. Mais à 8h40, ils ont appris la vraie nouvelle. L'université avait retiré son inscription. Paiement refusé. Ma mère a appelé en hurlant. Tout était parfait jusqu'à ce que ma sœur, Alissa, entre. Il y avait cette atmosphère incroyable, douce, lumineuse, presque cinématographique. Les gens étaient sincèrement heureux pour nous. Pas seulement un bonheur de politesse, mais le genre de bonheur qui vient du fait de savoir que l'on a mérité quelque chose. La cérémonie s'était déroulée sans accroc. Julia était à couper le souffle. Le lieu brillait sous les lumières douces, et pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais exactement là où je devais être. Puis elle est arrivée, en retard, bruyante et vêtue de blanc. Pas de blanc cassé, ni de champagne ou de perles. Non, une robe de mariée blanche, longue et spectaculaire. Elle s'en fichait. Elle ne s'en est jamais souciée. Alissa est entrée comme si toute la journée avait tourné autour d'elle. Et d'une manière ou d'une autre, sans rien dire au début, elle a simplement aspiré toute l'énergie de la pièce. Même la musique a semblé baisser d'un ton pendant une seconde. Les gens la dévisageaient. Quelqu'un s'est même tourné vers moi pour me demander si c'était une blague. Et pourtant, nous avons fait semblant. Nous devions le faire. Julia ne méritait pas que sa soirée soit gâchée par les simagrées de ma sœur. Je la regardais sans cesse, m'attendant à moitié à ce qu'elle pleure ou se fâche, mais elle ne l'a pas fait. Elle a simplement souri aux gens, m'a tenu la main et a maintenu l'ambiance comme la reine absolue qu'elle est. Cela a rendu les choses pires pour moi, sachant à quel point elle faisait des efforts pour prétendre qu'Alissa n'existait pas. Alors, j'ai fait de même. J'ai ri quand je devais le faire. J'ai dansé. J'ai remercié les invités. J'ai posé pour des photos dans lesquelles je ne voulais plus être. Tout cela donnait l'impression de marcher sur du verre. Ce qui devait être la plus belle nuit de notre vie s'est transformé en un silencieux test d'endurance émotionnelle parce qu'Alissa s'est assurée que nous devions agir comme si de rien n'était. Et nous le savions tous. Nous avons traversé le dîner, les danses, les discours. Les gens n'arrêtaient pas de me demander si j'allais bien. Certains le remarquaient, d'autres devinaient simplement que quelque chose n'allait pas. Je les ai ignorés. Je n'allais pas laisser Alissa gagner en transformant la soirée en un désastre. Mais elle n'a pas eu besoin d'une heure entière. Elle n'a eu besoin que de 10 secondes. Vers la fin de la réception, juste au moment où les choses commençaient à redevenir normales, Alissa s'est levée de sa chaise avec un verre de vin rouge. La musique était douce. Tout le monde riait. Quelques invités portaient encore des toasts spontanés. Je pensais que peut-être, juste peut-être, elle allait essayer d'arranger les choses, de faire semblant d'être gracieuse pour sauver les apparences. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers Julia, pas vers moi, et a dit, à l'escroc de la famille en blanc. Et avant que quiconque puisse réagir, elle a jeté le vin. Elle n'a pas visé Julia. Elle m'a visé. Il m'a frappé de plein fouet. Le rouge foncé a éclaboussé ma chemise blanche, a traversé ma veste, a coulé sur ma cravate. C'était si rapide, si délibéré, que les gens n'ont même pas tout de suite compris. Mon oncle a même ri, pensant que c'était une blague avant de réaliser que ce n'en était pas une. Puis le silence. Quelques personnes se sont levées. Une des cousines de Julia a laissé tomber son verre. Et ma mère, que Dieu me vienne en aide. Elle a couru vers Alissa, l'a attrapée par le bras, en marmonnant frénétiquement, elle ne le pensait pas. Bien sûr, elle le pensait. Alissa ne laisse jamais sa colère s'apaiser tranquillement. Elle met toujours le feu à toute la pièce juste pour avoir l'impression d'être la seule debout sur les cendres. Je n'ai pas dit un mot. Ni à elle, ni à ma mère, ni à personne. Je suis simplement parti, je me suis nettoyé, j'ai mis les vêtements de rechange que j'avais gardés au cas où quelque chose arriverait. Pas pour ça, juste pour une tache ou un accident ou peut-être de la sueur. Pas ça. Et puis je suis revenu en souriant à nouveau, en faisant semblant à nouveau, parce que Julia méritait de se souvenir de cette nuit comme d'une nuit parfaite, peu importe à quel point ma sœur essayait de l'empoisonner. Mais à l'intérieur, j'ai pris une décision. C'était la dernière fois qu'Alissa m'humiliait. Après le départ de tout le monde,
après que le lieu se soit vidé et que Julia se soit endormie à côté de moi, toujours radieuse, toujours heureuse, je suis resté éveillé. Je me suis connecté au compte bancaire commun, celui auquel Alyssa avait accès, celui que j'avais financé pendant des mois pour les frais de scolarité, le loyer, les urgences, tout. Le compte qui empêchait sa vie de s'effondrer pendant qu'elle jouait à la victime. Je l'ai gelé, tout verrouillé. Sans avertissement, sans préavis. À 8h40, son école lui a envoyé un courriel. Le paiement final a été rejeté. Inscription retirée. À 8h41, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, qui hurlait. Je n'ai pas répondu à l'appel. Pas tout de suite. Je l'ai regardé sonner pendant que j'étais assis au comptoir de la cuisine en sirotant un café. Julia dormait encore à l'étage, et je ne voulais pas introduire ce chaos dans notre premier jour complet en tant que couple marié. Au moment où je décrocherais, ça commencerait, les questions, la culpabilisation, la fausse inquiétude masquant la rage. Ma mère commencerait par dire à quel point Alyssa était dévastée, puis se tournerait vers le fait que j'avais réagi de manière excessive. C'est comme ça que ça se passait toujours. Alors, j'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Puis, elle a rappelé encore et encore. Au 5e appel manqué, un texto est arrivé, une seule phrase, « Que as-tu fait à ta sœur ?» Comme si j'avais fait quelque chose. J'ai répondu par un seul mot, « Rien. » Parce que je n'avais vraiment rien fait. Pas jusqu'à maintenant. Et même cela ne ressemblait pas à une vengeance. Cela ressemblait à une correction. Pendant trop longtemps, je m'étais plié en 4 pour empêcher la vie d'Alyssa de s'effondrer. Elle a gaspillé ses économies l'année dernière dans une sorte de système pyramidal dans lequel son ami l'avait entraînée. Je l'ai renflouée. Elle a raté la date limite pour une bourse d'études. J'ai payé les frais de scolarité. Elle a eu un accident avec sa voiture et n'avait pas d'assurance. Je l'ai aidée à trouver une voiture de location. Elle n'a jamais dit merci. Elle agissait simplement comme si cela lui était dû. Mais ce qu'elle a fait au mariage, c'était autre chose. Et pour une fois, je l'ai laissé faire face aux conséquences. Vers midi, mon père a appelé aussi. Contrairement à ma mère, il n'était pas dramatique, mais il était direct. Il m'a demandé si je comprenais à quel point c'était sérieux, qu'Alyssa n'avait aucun moyen de régler ça maintenant, que l'université ne ferait pas d'exception parce que son frère était mesquin, qu'elle pourrait perdre tout le semestre, voire l'année. J'ai dit, tant mieux. Silence au bout du fil. Puis il a dit quelque chose comme, tu ne le penses pas. Et je lui ai simplement dit qu'il ne me connaissait manifestement pas très bien. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Parce que pendant des années, il m'avait vu comme celui qui pouvait tout absorber, celui qui ne perdait jamais le contrôle, qui payait toujours, pardonnait toujours, maintenait toujours la paix. Et il dépendait de ça. Ils avaient bâti leur confort sur ça, sur moi. Maintenant, j'étais le problème. Mais ils ne savaient pas la moitié de l'histoire, car geler le compte, ce n'était que le début. Plus tard dans l'après-midi, je me suis connecté au portail de l'assurance et les retiré du régime de santé auquel je l'avais ajouté. Elle n'avait jamais payé un sou pour cela, et ce n'était censé être que temporaire, juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Elle en bénéficiait depuis près de 2 ans. Discrètement, j'ai fermé cette porte aussi. Puis je suis allé dans le portail des prêts étudiants, celui lié à mon nom, et j'ai modifié les paiements automatiques que j'avais mis en place pour ces mensualités minimales. Je les ai annulés. Il serait en défaut de paiement d'ici 1 mois, à moins qu'elle n'intervienne. Je ne lui ai pas dit un mot, et je n'ai rien publié à ce sujet en ligne. Je n'ai pas fait de scène ni essayé de l'embarrasser comme elle l'avait fait avec moi. J'ai juste laissé le sol se dérober tranquillement sous ses pieds. Parce que voici ce que personne dans la famille ne voulait admettre, toute la stabilité d'Alyssa venait de moi. Chaque bonne chose qu'elle avait été soit héritée de la grâce de quelqu'un d'autre, soit renflouée quand elle faisait des bêtises. Et quand elle a décidé de m'humilier au seul moment de ma vie qui était censé être sacré, c'était la dernière fois qu'elle utilisait son crédit. Au dîner, Julia m'a demandé si je voulais parler de ce qui s'était passé. Je lui ai dit que tout était déjà réglé. Elle n'a pas demandé de détails, mais elle a souri un peu. Les 2 jours suivants ont été calmes. Trop calmes. Plus d'appels hurlants. Pas de messages vocaux dramatiques, juste le silence, ce qui était presque pire parce que je savais ce que cela signifiait. Ils se regroupaient,
essayaient de trouver comment tourner la situation, comment me faire rentrer dans le rang. J'étais sorti du script. Cela les effrayait plus que tout. Mais le silence n'a pas duré. Le 3e jour, ça a commencé. Ça a commencé modestement. Ma mère m'a envoyé un texto avec une photo de l'ancienne lettre d'acceptation d'Alyssa, comme si cela constituait un argument pour que je règle tout. Puis un message sur le fait que les gens font des erreurs, que le stress affecte les gens de différentes manières et que les mariages peuvent être émouvants. Aucune mention du vin, aucune excuse, juste des phrases passives tournant autour de ce qui s'était passé comme si c'était la météo. J'ai tout ignoré. Puis elle est passée à la vitesse supérieure. Elle a envoyé un message à Julia sur Instagram. C'était nouveau. Elle m'a qualifié de contrôlant, a dit que je punissais Alyssa et a sous-entendu, sans le dire directement, que Julia devrait surveiller les signes de ce comportement. Julia me l'a lu à voix haute pendant que nous nous brossions les dents. Nous nous sommes tous les deux regardés dans le miroir et avons ri. C'est à ce moment-là qu'il est devenu clair qu'ils n'essayaient pas de me faire pardonner à Alyssa. Ils essayaient de me faire honte pour me soumettre. J'ai finalement répondu à ma mère par un texto d'une seule phrase, si elle s'excuse directement auprès de Julia, j'envisagerai de parler. Pas de réponse, car Alyssa ne s'excuse jamais, jamais. Pas quand elle a tort, surtout pas envers d'autres femmes. Puis est venue la brigade des cousins. Des textos de personnes dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. De longs messages à la chaleur feinte du genre « Salut mec, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, mais je voulais juste dire. » Tous essayant de m'adoucir, de me convaincre, de me rappeler à quel point la famille était proche autrefois, à quel point Alyssa m'admirait toujours, que ce n'était qu'un mauvais moment, un faux pas, un malentendu. L'un d'eux a même écrit « Tu sais comment elle est. Tu es le plus stable. Nous comptons sur toi pour arranger les choses. » Et voilà. Tu es le plus stable. Cette phrase m'a énervé plus que tout, parce que oui, j'ai toujours été le plus stable. Celui qui est présent, qui paie à temps, qui répare ce qui est cassé, qui avale toutes les insultes pour maintenir la paix. Et il s'attendait à ce que je le fasse à nouveau, comme une horloge. Mais je ne le ferai pas cette fois. Pas après ce qu'elle a fait à Julia. Pas après tout ce que j'ai porté pendant des années pendant qu'Alyssa semait le chaos et s'attendait à des parades en retour. Alors j'ai commencé à agir. J'ai appelé l'université et confirmé ce que je savais déjà. Sa place était perdue. La date limite du paiement final était passée. Sa place avait été offerte à la personne suivante sur la liste. Puis j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Son logement sur le campus était lié à son inscription, ce qui signifiait qu'elle avait 2 semaines pour quitter les lieux. Elle n'en avait encore parlé à personne. Alors j'ai attendu. Et le 6e jour après le mariage, j'ai reçu le premier message d'Alyssa elle-même. Juste un emoji pouce levé. C'est tout. Pas de mots, pas d'explication, juste un pouce levé comme si c'était une sorte de blague, comme si tout ce qui s'effondrait dans sa vie était encore en dessous d'elle. Toujours de ma faute, d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas répondu, mais je savais ce qui allait arriver car elle n'avait pas encore touché le fond. Et j'en avais fini de la rattraper dans sa chute. 7e jour, une semaine après le mariage, et le premier appel d'Alyssa est enfin arrivé. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Je voulais voir quel ton elle prendrait. Elle n'a pas déçu. Il n'y avait aucune excuse, aucune mention du vin. Elle a juste dit qu'elle avait entendu dire que le compte avait été gelé et qu'il devait y avoir eu une sorte de pépin. Elle a dit qu'elle appelait parce que le bureau des loyers de son logement étudiant était bizarre et m'a demandé de régler ça rapidement. Comme si nous étions des partenaires commerciaux. Je n'ai pas répondu, mais le lendemain matin, elle a de nouveau envoyé un texto, disant « Ils me disent que je dois déménager d'ici vendredi. » Sérieusement ? Tu vas laisser faire ça ? Oui, j'allais le faire. Je ne sais pas à quoi elle s'attendait. Peut-être à une crise de larmes de ma part. Peut-être que Julia me culpabiliserait pour que je sois le plus grand, mais ce n'est pas comme ça que ça se passait. Julia, pour sa part, avait observé toute la scène se dérouler avec cette force tranquille. Elle ne m'a jamais dit quoi faire. Elle n'en avait pas besoin. Nous étions sur la même longueur d'onde. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alyssa a publié une photo sur Instagram. Pas une de ces citations vagues et dramatiques que les gens utilisent quand ils sont en pleine dérive. C'était elle, souriante,
tenant à nouveau un verre de vin, avec la légende, certaines personnes sont douées pour faire semblant. Je suppose que j'ai appris des meilleurs. Et elle m'a identifié. C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne pensait pas seulement pouvoir s'en sortir en parlant. Elle pensait qu'elle pouvait contrôler publiquement l'histoire. Me faire passer pour quelqu'un de mesquin, de sans cœur, de froid. Je n'ai pas répondu. Mais quelques heures plus tard, j'ai reçu un message privé d'un ancien collègue disant « Eh, j'ai vu le post de ta sœur. Tout va bien ?» Et c'est là que j'ai changé de tactique. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas répondu publiquement. J'ai fait quelque chose de bien pire. J'ai contacté la fondation de bourse d'études dont elle se vantait toute l'année, celle à laquelle elle avait postulé à la dernière minute après que je l'ai aidée dans le processus. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ma lettre de soutien avait aidé à faire passer son dossier. J'avais attesté de sa stabilité, de sa maturité et de son caractère. J'ai donc envoyé un courriel pour retirer mon soutien. Je n'ai même pas eu à mentir. J'ai simplement inclus une copie de l'avis de retrait de l'université et leur ai fait savoir que je ne pouvais plus soutenir sa participation au programme. Ils ont posé quelques questions. J'ai répondu poliment, professionnellement. Le lendemain après-midi, elle a également été retirée de la bourse. Elle l'a découvert presque instantanément. M'a appelé 3 fois de suite. Cette fois, j'ai décroché. Elle n'a même pas essayé de masquer la panique. Elle a dit que j'avais ruiné son avenir. Que j'étais jaloux de son potentiel. Qu'elle avait des projets, de vrais projets, et que maintenant tout s'effondrait parce que j'étais vindicatif. Je n'ai rien dit, j'ai juste laissé le silence s'installer. Puis elle a demandé ce qu'il faudrait. De l'argent, des excuses publiques, que je la laisse publier quelque chose pour clarifier les choses. Elle essayait de négocier comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien à offrir. Elle a dit, « Tu n'es pas sérieux. C'est ta sœur. » Et j'ai dit, « Ouais, ça voulait dire quelque chose avant. » Puis j'ai raccroché. Vendredi, elle a été officiellement expulsée des dortoirs. Je n'ai pas su où elle avait atterri. Ma mère a de nouveau essayé de me culpabiliser ce week-end-là. Elle a envoyé une photo d'Alissa assise sur le canapé d'un ami avec ses affaires dans des sacs poubelles autour d'elle, mais j'ai remarqué quelque chose en arrière-plan. Une des boîtes portait mon écriture. De l'année dernière. C'est là que je me suis souvenu que je l'avais emballée pour elle quand elle était entrée à l'université la première fois, que j'avais tout étiqueté, plié ses vêtements. Je suis resté là, à regarder la photo, et j'ai réalisé à quel point ma vie avait été consacrée à maintenir la sienne. Plus maintenant. À la fin de cette semaine, ce n'était plus seulement Alissa qui s'effondrait. C'était toute la fichue famille. D'abord, il y a eu les textos de groupe. Une conversation entre cousins s'est soudainement ravivée après un an de silence, pleine de vagues nouvelles et de messages du type « Je pense à vous » qui ne trompait personne. Puis le vrai ton s'est glissé. Des choses comme la famille, c'est tout ce que nous avons et peut-être y a-t-il un moyen de trouver un terrain d'entente. Puis ma tante est intervenue. Elle a dit « Oscar, nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais geler la vie de quelqu'un comme ça, ce n'est pas bien. Alissa a peut-être fait une erreur, mais c'est extrême. » Extrême ? Le mot m'a fait rire. Personne n'a qualifié d'extrême le fait que je paie sa nourriture après qu'elle ait vidé sa carte chez Trader Joe's. Personne n'a dit que c'était extrême quand elle s'est présentée ivre à ma remise de diplôme et a dit à Julia qu'elle était surprise que quelqu'un comme elle puisse me supporter. Personne n'a eu un seul mot pour tout ça. Mais maintenant, quand j'ai arrêté de la protéger, j'étais soudain le méchant. C'est là que j'ai vraiment compris. Il ne s'agissait pas de ce qui était juste ou correct. Il s'agissait du système, des rôles que nous avions toujours joués. Alissa était l'instable, celle pour qui les gens s'inquiétaient, qu'on choyait, qu'on pardonnait. J'étais le responsable, le filet de sécurité, et j'avais coupé le filet. Alors, toute la structure tremblait. Mon père m'a finalement envoyé un texto en privé. Il n'a pas crié ni argumenté. Il a juste posé une question, « Veux-tu une relation avec ta famille ou non ?» Cela a frappé plus fort que je ne l'avais prévu, car jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas envisagé ce que cela allait coûter à long terme. Mais à la seconde où j'ai lu ce message, j'ai réalisé quelque chose de froid et de clair. Il ne voulait pas de réconciliation. Il voulait une réinitialisation. Retour à moi qui paie,
moi qui répare, moi qui absorbe. Et si je n'acceptais pas cela, alors j'étais le problème. J'ai donc répondu honnêtement, pas comme ça. Il n'a pas répondu. Puis est venue la vraie surprise. Les parents de Julia ont pris contact. Sa mère a appelé et a demandé si tout allait bien. Je pensais que quelqu'un leur avait dit quelque chose, mais non, c'était juste Julia qui avait mentionné en passant que nous avions affaire à des problèmes familiaux. Mais sa mère a tout de suite su ce que cela signifiait. Elle a dit, c'est la semaine de votre mariage. Les personnes qui sont censées vous aimer le plus viennent de vous montrer qui elles sont vraiment. N'ignorez pas cela. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Ce week-end-là, nous avons dîné avec les parents de Julia. Une conversation calme, simple, honnête. Nous leur avons tout raconté. Pas de drame, juste des faits. Son père, qui est normalement silencieux, s'est penché en arrière et a dit, « Eh bien, on dirait que tu as enfin fini de jouer le rôle qu'ils ont écrit pour toi. » J'ai hoché la tête. Et puis il a posé la question à laquelle je ne m'attendais pas. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ensuite ?» J'avais été tellement concentré sur le fait de m'éloigner d'Alyssa, du système, que je n'avais pas pensé à ce qui viendrait après. Mais j'avais déjà la réponse parce qu'il me restait une dernière carte à jouer. J'ai attendu jusqu'au lundi matin. Alyssa n'avait toujours pas repris contact après l'appel. Probablement parce qu'elle pensait avoir déjà brûlé tous les ponts. Mais la vérité, c'est qu'elle n'avait même pas encore vu le feu. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne réagissais pas à son chaos. Je créais le mien. J'ai appelé la conseillère pédagogique de l'université, celle qui me mettait en copie de toutes les communications d'Alyssa. Elle se souvenait de moi. J'ai posé une question, Alyssa avait-elle déjà demandé sa réinscription? Elle ne l'avait pas fait, n'avait même pas essayé, ce qui signifiait qu'elle n'avait rien. Pas de logement, pas de bourse, pas de cours, pas de travail, et elle n'avait toujours pas dit toute la vérité à nos parents. Je pouvais le dire parce que s'ils savaient jusqu'où c'était allé, ils rappelleraient. Au lieu de cela, le silence. Mais je savais que ça ne durerait pas. Mardi, 8h03. Alyssa s'est présentée à mon appartement. Je n'ai pas ouvert la porte. Elle est restée dehors pendant 12 minutes. A frappé 2 fois. Je l'ai regardée à travers le Judas, les bras croisés, faisant toujours semblant de ne pas s'effondrer. Puis finalement, elle a glissé quelque chose sous la porte. Une lettre manuscrite. Ce n'était pas une excuse. C'était une liste. Littéralement une liste de choses dont elle avait besoin pour se remettre sur les rails. Le total des frais de scolarité, une estimation du loyer, même une ligne sur 6 mois de stabilité jusqu'à ce que je puisse transférer des crédits. En bas, elle a écrit, « Je sais que tu ne me dois pas ça, mais je te le demande quand même. » Cette phrase m'a marqué, non pas parce qu'elle était sincère, mais parce que cela signifiait que pour la première fois, elle savait réellement. Elle savait que je ne lui devais plus rien. J'ai laissé la lettre par terre. Le lendemain, elle a appelé notre mère et lui a enfin tout raconté. Comment elle avait perdu son inscription, son expulsion du dortoir, la bourse, tout. Ma mère m'a appelé ce soir-là en sanglotant. Elle a dit, elle a peur, Oscar. Elle n'a jamais été comme ça. Tu ne sais pas comment elle est en ce moment. Et j'ai dit, je sais exactement comment elle est. Puis j'ai dit la seule phrase qu'il n'avait jamais entendue de ma part de toute ma vie. Je ne l'aide pas. Pas cette fois. Pas la prochaine fois. Plus jamais. Elle n'a pas crié. Elle a juste pleuré. A dit quelque chose sur le fait qu'elle ne nous avait pas élevés pour être aussi divisés. Je lui ai dit qu'elle nous avait élevés en croyant que je réparerais toujours ce qu'Alyssa cassait. Et maintenant, elle voyait ce qui se passait quand je ne le faisais pas. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu une autre lettre d'Alyssa. Cette fois, elle était plus courte. Juste un paragraphe. Pas de chiffres, pas de supplications, juste ceci, je comprends maintenant. Tu ne me sauveras vraiment plus. Je ne sais pas quoi faire. C'était la chose la plus proche d'une excuse qu'elle m'ait jamais faite. Mais à ce moment-là, ça n'avait plus d'importance. Je n'ai pas répondu. J'ai juste plié la lettre et je l'ai mise dans un tiroir. Non pas par sentiment, mais comme un rappel, parce que les gens comme Alyssa ne changent pas quand ils vous blessent. Ils changent quand vous arrêtez d'amortir la chute.
Et j'en avais fini de jouer le filet. Fin. 3 semaines se sont écoulées. Le silence était presque troublant. Pas d'appel, pas de texto, pas de nouvelles de mes parents. Même les réseaux sociaux d'Alyssa se sont tus, silence radio, comme si elle avait disparu de la carte. Une partie de moi pensait qu'elle avait peut-être quitté l'État, qu'elle était retournée vers un groupe d'amis ou qu'elle avait dormi sur des canapés jusqu'à ce qu'elle puisse atterrir quelque part de confortable à nouveau. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, car un jeudi matin au hasard, Julia a entendu frapper à la porte. Ce n'était pas Alyssa. C'était son ex, Jason. Je l'ai à peine reconnu. Il avait l'air pire que dans mon souvenir, mince, fatigué, comme si la vie l'avait rongé pendant un certain temps et avait finalement commencé à l'avaler. Julia m'a appelé doucement, et je suis venu à la porte, me demandant pourquoi diable ce type était soudainement de retour dans notre orbite. Il a dit qu'il ne voulait pas de drame. Il a dit qu'il avait croisé Alyssa 2 nuits plus tôt. Elle vivait dans un motel payant à la semaine en périphérie de la ville. Cela seul aurait dû être choquant, mais ce qui a suivi m'a retourné l'estomac. Elle lui a dit qu'elle était enceinte. Je n'ai rien dit au début. Je l'ai juste regardé. Parce que qu'est-ce qu'on est censé dire à quelque chose comme ça? Je ne l'ai même pas cru. Non pas parce que je pensais qu'elle ne mentirait pas, mais parce que je ne pensais pas qu'elle utiliserait ça. Jason a dit qu'elle ne lui avait rien demandé. Pas d'argent, pas d'aide. Elle a juste dit qu'elle avait besoin de le dire à quelqu'un. Et puis il m'a regardé et a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Elle a dit que tu es toujours la seule personne qui ait vraiment pris soin d'elle. Et elle sait qu'elle a tout gâché. Puis il a sorti un morceau de papier de sa veste. Une impression pliée d'une clinique. Pas de papier à en-tête officiel, juste un formulaire, le genre qu'on vous remet dans une petite salle d'attente. Grossesse confirmée. 6 semaines. Julia se tenait derrière moi, silencieuse. Jason me l'a tendu comme si c'était un objet maudit qu'il ne voulait plus tenir. Puis il est parti. Pas de questions, pas de demande. Il a juste dit, j'ai pensé que tu voudrais savoir, et a disparu. J'ai fermé la porte, je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai déplié le papier et je l'ai juste regardé. Et je n'ai pas ressenti ce que je m'attendais à ressentir. Pas de colère, pas de culpabilité. J'ai ressenti du soulagement. Parce que maintenant je savais que ce n'était pas seulement une question de frais de scolarité, de vin ou de bourse. C'était toute la vie d'Alyssa qui s'effondrait. Et elle ne me contactait plus pour me manipuler. Elle était en chute libre, complètement et silencieusement. Julia s'est assise à côté de moi. Elle n'a rien dit non plus. Finalement, j'ai plié le papier et je l'ai mis dans le même tiroir que la lettre. Ce tiroir commence à être plein. Je n'ai rien dit à mes parents. Pas encore. Non pas parce que je voulais le cacher, mais parce que pour une fois, ce n'était pas mon travail de réparer, d'expliquer ou d'absorber. Laissons-les le découvrir par eux-mêmes. Cette fois, j'avais fini d'amortir quoi que ce soit.